J'ai 20 ans, je travaille en usine en 3-8, je fais des études à distance à la fac et comme si c'était pas assez de charges, j'ai décidé d'acheter une maison à rénover. Depuis que j'ai 18 ans, même bien avant, j'ai toujours rêvé d'acheter ma propre maison. Mon but ultime dans la vie, c'était d'avoir ma maison, d'avoir mon chez moi. J'ai grandi dans une maison où ça fait très longtemps que je veux partir d'ici. C'est dur de se développer et de devenir la personne qu'on veut être quand on habite chez quelqu'un d'autre qui n'a pas du tout les mêmes habitudes qu'on voudrait avoir, qui n'a pas du tout la même mentalité qu'on aimerait avoir, et donc du coup évoluer en tant que la personne qu'on voudrait être et devenir la meilleure version de soi-même. C'est compliqué de le faire dans un cocon familial assez compliqué. Vous voyez par exemple ici, nos façons de consommer sont pas du tout les meilleures façons et moi je voudrais énormément changer sur ma façon de consommer, etc. Mais le faire en habitant chez quelqu'un d'autre, c'est très compliqué. Grâce au fait que je sois toujours chez mes parents, que je gagne très bien ma vie avec mon travail, j'ai pu mettre de côté énormément durant ces 2 dernières années. Mais je ne veux pas me ruiner pour une première maison, puisque ça sera certes ma résidence principale, ce sera ma première maison, mais je ne sais pas si ça sera la maison dans laquelle je vais finir ma vie. J'ai un copain actuellement, plus tard, genre d'ici 5 ans, quand on voudra emménager ensemble, avoir des enfants, est-ce qu'on voudra toujours habiter ici? Je ne sais pas, mais ce que je sais c'est que je veux acheter ma maison et que même si au final je finis par bouger de là où j'habite actuellement, de là où je travaille actuellement, je pourrais toujours soit la revendre pour acheter plus grand avec mon chéri, soit la louer. Acheter une maison c'est toujours un bon investissement je trouve. Premièrement, on va parler des étapes avant d'acheter une maison. Envisager d'acheter une maison. Voilà, savoir si c'est possible, qu'est-ce qu'on veut, etc. Il faut savoir ses critères en fonction de son budget. Moi, mes critères, c'est une maison de minimum 70 mètres carrés parce que je suis vite claustrophobe. Un peu de jardin, pas énorme non plus parce que je sais très bien que ça va me faire chier de tondre la pelouse toutes les semaines. Il me faut au minimum 2 chambres. Il me faut une cuisine ouverte. Voilà, il me faut une pièce à vivre assez grande, pas les vieilles maisons où vraiment t'as la cuisine séparée, la salle à manger séparée, le salon séparé. J'aime bien les pièces grandes ouvertes. Il faut que ça soit chauffé à la cheminée. J'ai toujours grandi avec une cheminée, j'adore ça, c'est réconfortant et je sais gérer une cheminée donc y a pas de souci. Et une maison avec un peu de rénovation, un peu de travaux bien évidemment vu mon petit budget. Et en plus ça je veux pas du tout le maison genre maison de lotissement où c'est un bloc, où c'est la maison de monsieur et madame tout le monde. Moi j'aimerais bien avoir une maison assez ancienne, style en briques avec un peu de poutre, vous voyez le style. Donc la toute première chose que j'ai faite quand je me suis vraiment dit ok, je veux acheter ma maison, je veux passer à l'action parce que ça faisait déjà 2 ans. Tous les week-ends j'étais sur ce logis pour regarder des maisons, sauf qu'avant j'avais pas les moyens, puis j'osais pas passer le cap parce que j'avais que 18-19 ans, je dis bon c'est vachement jeune quand même pour devenir propriétaire. J'ai pris rendez-vous à la banque. Il y a plein de choses qu'il faut que tu apprennes. Donc je suis allée à la banque, on a discuté pendant 1 heure, elle m'a expliqué beaucoup de choses, elle a vu que voilà j'étais très jeune, je connaissais rien et je posais des questions et elle me disait y a pas de questions bêtes, vas-y. Je suis sortie de la banque en me disant ok je dois trouver une maison de maximum ce prix là. Donc maintenant que je sais ma capacité d'emprunt, ma capacité d'endettement, me revoilà sur seloger.com et cette fois-ci je peux me permettre d'appeler et de dire je suis intéressée, pourrais-je avoir une visite? Donc pour le moment, on est vendredi 1er août. J'ai fait que 2 visites de maison pour le moment. Parce que très souvent, je contactais les agences immobilières et à chaque fois, au téléphone déjà, je posais déjà des questions pour pas me déplacer pour rien, tu vois. Donc je posais des questions comme quels sont les travaux éventuels à faire? Est-ce que c'est bien isolé? Est-ce que c'est une maison mitoyenne? Est-ce que j'aurai la place de rentrer ma maison dans mon jardin? Est-ce qu'il y a une place de parking devant? Au fur et à mesure, j'ai contacté moins une dizaine de maisons. Je n'ai eu que 2 visites de maisons qui auraient pu potentiellement me plaire. Toutes les autres, à chaque fois, j'appelais et je me disais ah non, ça va pas me plaire, désolée. Donc première visite de maison, beaucoup trop de travaux à faire selon mon budget. Deuxième visite de maison, c'était hier. Elle avait du potentiel sur les photos, mais en fait on voyait pas. On voyait pas tout, déjà il y avait pas de porte d'entrée, il y avait plein de choses qui allaient pas. Bon du coup ça m'a pas satisfait du tout. Déjà sur les photos, je me doutais que la porte d'entrée, genre il y avait pas de porte d'entrée. En gros tu rentres par une porte en bois sur le côté de la maison et ça me plaît pas du tout. Genre. Et l'étage MDR, je touchais le plafond, genre je pouvais pas être debout. Pour la rénovation, l'emplacement et genre la superficie c'est beaucoup trop cher, 116 000. Ça aussi c'est un critère très important. Il me faut vraiment une maison pas trop loin de mon travail. Et je veux aussi me rapprocher de...
là où habite mon chéri. On n'emménagera pas ensemble, c'est ma maison, c'est mon projet, je veux y habiter seule, je veux apprendre à vivre seule avant de vivre avec quelqu'un. J'ai donc eu une visite de maison cet après-midi. Donc là, mes dernières semaines, c'est vraiment tous les jours, je rentre chez moi et je vais sur seloger.com, Le Bon Coin, bien ici. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour mes débuts de recherche. Ça va être un peu mon journal de bord. Là, c'est une nouvelle étape dans ma vie, genre je suis trop contente, j'en ai toujours rêvé. Est-ce que ça va se faire très rapidement? Je sais pas. Si ça se trouve, dans 6 mois, j'ai une nouvelle maison ou dans 2 ans parce que je veux pas me précipiter à acheter n'importe quoi. Donc écoutez, si vous êtes prêts à suivre cette aventure avec moi, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Et c'est parti, on part dans une nouvelle aventure. Résultat de cette petite visite de maison, finalement énormément de travaux. En fait je me suis trop fait des œillères sur genre le potentiel de la maison. Et genre j'ai un peu fait l'aveugle sur tous les travaux qu'il y avait à faire. Genre les poutres qui commencent un peu à pourrir. Vous voyez, genre il y a beaucoup de poutres. Ça c'est une poutre porteuse qu'ils ont commencé à gratter et tout parce qu'il y avait des champignons. Ça souvent, ça sent pas bon. Franchement elle avait beaucoup de potentiel. Une belle pièce à vivre, j'adore. Avec beaucoup de petites moulures en bois comme ça sur les murs. Enfin, en fait j'ai vu tout son potentiel niveau déco. Mais je suis juste une enfant naïve quoi. Donc à voir. Pour l'instant elle est à 99 000 €. Non négociable parce que ça fait à peine une semaine qu'elle est en vente, donc ça se comprend. Un jardin de 2000 m², mais vous imaginez même pas la superficie, comment c'est grand, et c'est un peu en pente, donc je vais me faire chier comme jamais à tout devoir entretenir. En fait là je suis en train de faire la liste et je viens de me rendre compte que c'est un nom, hein, c'est un nom. Bref, on verra à la prochaine visite. Je suis passée de chercher et visiter plein de petites maisons à des prix abordables mais qui nécessitaient beaucoup trop de travaux et qui n'étaient pas vraiment à des endroits géographiquement bien placés pour moi et ce que je voulais. C'est quoi ces cheveux là? Dans vraiment ma naïveté de meuf qui a cru qu'elle allait pouvoir avoir le temps de s'occuper d'un jardin, avoir le temps de rénover une maison alors que je fais déjà mon travail à temps plein en 3/8 et mes études à la fac à temps plein. Donc au début j'étais prête à abandonner. Je me suis dit vas-y, peut-être que si je trouve pas la bonne maison maintenant, c'est que il faut que j'attende un peu. Je vais attendre d'avoir encore plus de côté et peut-être, on sait pas, d'évoluer de poste dans mon travail. Et puis par curiosité, j'ai regardé un peu les annonces d'appartements et j'ai visité un appartement qui était tellement pas cher mais tellement beau sur les photos. Je me suis dit il y a un couac, mais je vais quand même le visiter dans le doute. Je le visite et en fait s'il est si peu cher c'est parce qu'il était en ce moment en travaux. Si les photos étaient si belles, en fait c'était que du cache-misère, l'ancienne déco etc de l'appartement. C'est à dire qu'il a refait toute l'électricité, il a refait toutes les fenêtres, il a refait les volets électriques, il a refait tout le mur, le placo, bref l'appartement est refait à neuf. Donc moi dans le doute quand j'apprends ça, donc quand j'ai téléphoné au propriétaire, quand j'apprends qu'il est en travaux, qu'il refait tout à neuf, je me dis est-ce qu'il refait tout à neuf parce que c'est du cache-misère? Est-ce qu'il y a eu un gros souci dans l'appart et donc du coup il est obligé de tout refaire à neuf? Donc je vais visiter la première fois l'appartement, je crois le 14 août. Il fait genre 40 degrés dehors, ok, c'est la canicule. Je vais à l'appartement, il est au 4e étage, sous le toit. Il fait frais dans l'appart. Déjà je me dis ok, il est super bien isolé. Et donc je visite l'appartement une première fois avant que les vrais travaux commencent. C'est à dire que la cuisine c'est encore genre une vieille cuisine toute rouillée avec un sol en petit carrelage super moche, pas droit et tout. Les chambres pareil, il y a du parquet, ça se voit, il y a même pas de sous-couche de parquet. Le parquet genre tu marches dessus, il est flottant. Il manque un peu de rénovation, un peu de travaux, mais des travaux vraiment de rénovation légère en mode tu refais le sol, tu repeins les murs parce que pareil genre c'est de la vieille peinture, c'était du papier peint adhésif bizarre. Du coup bref, je visite une première fois l'appartement et j'adore. Je rentre chez moi et avec les vidéos que j'ai prises de l'appartement, je commence à faire un peu des plans et tout sur une application qui s'appelle Room Makeover. Je fais mes petits plans et là genre je visualise mon avenir. Je suis en mode putain, si je décomme ce petit bout de mur ça me fait une grosse pièce à vivre et si je transforme ça en dressing incroyable, bref. Je fais vraiment des plans sur la comète. Donc du coup je reste en contact avec le propriétaire, je lui demande plein de papiers pour m'assurer qu'il me dit bien la vérité. Donc je lui demande des papiers sur le TPE, sur ses factures, sur les travaux qu'il a fait, etc. Tout est clean. Je retourne visiter l'appartement la semaine dernière, donc il pleuvait à torrent. Je me suis dit c'est l'occasion de voir s'il n'y a pas des fuites, s'il n'y a pas des moisissures. Tout est correct, tout est nickel dans l'appart. Et à ce moment-là, genre les travaux avaient déjà bien avancé, il y a les artisans sur le terrain, etc. Et du coup ils m'expliquent ce qu'ils vont faire, etc. Comment ils veulent faire. Et genre il me parlait comme si j'étais déjà propriétaire. C'était en mode après si vous voulez dégommer ce mur là, du coup je me fais pas chier à le peindre, hein. Et je suis en mode non mais faites tout, on sait jamais et tout. Et c'est en mode et pour le carrelage, parce que nous on compte refaire le carrelage mais on va vous mettre un carrelage de base, est-ce que vous avez
une envie particulière de carrelage. Je suis là en mode non mais je suis pas propriétaire encore. Bref, du coup voilà, deuxième visite, je craque et je lui dis je veux cet appartement, je vais prendre rendez-vous au courtier pour trouver les moyens de m'acheter cet appartement, ok, gardez-le moi. Du coup il me dit ok je vous le garde pour vous, il a enlevé les annonces, il a arrêté de répondre aux appels téléphoniques pour les annonces qu'il a eu précédemment, etc. J'ai rendez-vous dans 5 minutes au courtier pour trouver un prêt en fait, parce que je sais que financièrement j'ai les moyens de financer cet appartement, dans le doute, puisque aujourd'hui, vas-y, ils ont du mal à faire des prêts immobiliers pour les jeunes. Là du coup je vais au courtier, dès que je sors du courtier je vais à l'appart, rejoindre le propriétaire pour essayer de négocier un peu le prix. Et voilà, je vous retrouve après mon petit rendez-vous au courtier, voilà, j'ai tous mes petits papiers, j'ai trop hâte. Et ça se trouve vous allez me voir dans 3 secondes en pleurs en mode ils veulent pas me faire de prêt, j'ai pas le droit, pas d'appart. Clairement je sors du rendez-vous, j'ai des étoiles plein les yeux. Là j'attends juste que le propriétaire arrive. Bref voilà, le notaire clairement il m'a dit mais madame en fait on va trop s'amuser avec votre dossier. Voilà, il était en mode foncé, là vous pouvez aller voir votre propriétaire, signer un compromis de vente. Dès que vous avez signé le compromis de vente, vous revenez vers moi et je vous trouve le meilleur prêt. Moi je vous le dis, dans 2 mois, vous avez les clés, dans 2 mois, vous êtes propriétaire. Enfin on arrive au moment, putain. Les gars c'est bon. Le propriétaire m'a serré la main et m'a dit félicitations, vous allez être propriétaire de mon appartement. Ah, je suis choquée, trop reconnaissante, j'en peux plus. So, we've got some news. Aujourd'hui on est jeudi 8 octobre. Jeudi 9 octobre, c'est encore pire. Ça fait donc presque 1 mois et demi, on va dire, que j'ai négocié le prix avec le propriétaire, que genre il m'a dit ok la partie est à vous, on lance les papiers, etc. 1 mois et demi que la notaire est en train de rédiger juste la promesse de vente. Les gars, je suis au bout de ma vie, c'est super long, genre en mode tous les 2-3 jours je relançais la notaire et tout en mode est-ce que vous avez bientôt une date, etc. J'appelais le propriétaire constamment, est-ce que vous avez une date, il y a un problème dans les papiers ou quoi, qu'est-ce qui se passe. J'ai pris la décision de reposer sur son notaire, donc c'est à dire que je vais signer avec son notaire à lui, on va travailler tous les deux avec le même notaire. J'ai pas pris mon propre notaire parce que franchement manque de temps et bon au final vu comment c'est très long, j'aurais pu largement avoir le temps de trouver mon propre notaire. Mais je suis dans la naïveté de me dire, normalement un notaire n'est pas censé prendre parti. Normalement un notaire suit des lois et fait ses papiers. Voilà, il n'y a pas de avantage pour l'un, pas avantage pour l'autre. Normalement un notaire est censé être neutre, il rédige ta promesse et voilà, tu signes, c'est son problème. Le notaire est en train de rédiger la promesse de vente et je signe le 17 octobre. Je pourrais être genre super contente en mode je vais signer, mais en fait ça fait tellement longtemps que j'attends là, genre l'euphorie, c'est bon, elle est descendue. Plus c'est long, plus tu commences à te poser des questions en fait, plus c'est long et plus tu te dis putain c'est bizarre, c'est pas long comme ça devrait l'être, tu vois, et du coup tu commences à te poser des questions, en fait, ça se trouve il y a un couac, ça prend du temps parce qu'en fait il y a quelqu'un qui veut contrer l'achat, bref, tu vois, tu te fais des films. Voilà, bref, je vous retiens aux news. C'est le jour de la signature, je suis devant le notaire. Faut que je parte dans genre vraiment 2 minutes et genre je me suis réveillée en mode ah bah tiens j'ai pas vlogué. Je vais juste passer 2 heures avec le notaire et le vendeur pour lire tous les petits papiers, tout le contrat, pour signer la promesse de vente. J'ai regardé plein de vidéos hier sur les erreurs à éviter quand on signe sa promesse de vente et tout, parce que comme je suis toute seule, que je suis quand même jeune et que c'est la première fois que j'achète, je voulais pas faire d'erreur et me faire avoir. Et du coup j'ai mémorisé tous les papiers qui sont obligatoires à avoir, etc. quand t'achètes un appartement, tout ce qui est les papiers de copropriété, de syndic, machin, les PV, d'assemblée générale, etc. Ensuite, t'as tous les papiers obligatoires de diagnostic, donc diagnostic d'amiante, de plomb, de machin, truc bidule. Voilà, après la notaire a l'air très bienveillante. Les 2-3 fois où je l'ai eu au téléphone, elle était toujours super ouverte, super compréhensive dans le fait que je suis jeune et que je m'y connais pas trop. Du coup, elle était vraiment en mode, durant ce rendez-vous-là, durant ce rendez-vous de signature, vraiment prenez votre temps. Si on va trop vite, vous nous le dites. Si vous avez une question, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me faire répéter, que je vous explique, etc. Parce que en fait, ça peut paraître petit, mais la promesse de vente, c'est là où tu vas poser toutes les bases. Et donc par exemple, si dans ta promesse de vente, je sais pas, t'as dit que t'allais donner 15 000 € d'apport à ton crédit et qu'au final t'en donnes beaucoup moins, c'est possible que le crédit soit pas accepté, ou inversement, que du coup l'achat soit pas accepté parce que finalement t'as donné beaucoup moins d'apport. Donc du coup le vendeur il est beaucoup moins safe en mode finalement elle donne que 5 000, donc ça se trouve elle va pas assumer le crédit. Faut vraiment poser toutes les bases. C'est pour ça qu'il faut que tu te renseignes sur plein de choses avant de signer la promesse de vente, c'est à dire genre faut déjà faire une simulation assez réalistique de ton crédit, etc. Là je vais juste passer genre 1 heure, 1 heure et demie dans un bureau de notaire à lire tout plein de papiers, et s'il y a un truc qui me dérange, s'il y a un truc qui me va pas, je ne signe pas. Après c'est le moment où
tu fais changer les petites lignes, où tu poses des conditions de contrat, etc. En mode je promets d'acheter ce bien seulement si la fuite d'eau est réparée d'ici là. Enfin tu vois, tu peux poser plein de petites conditions comme ça, puisque c'est toi qui achètes, donc c'est toi qui choisis. Bref, on y va. Bon, et bien la promesse de vente est signée. Wouhou. En fait, ça coûte cher un appart. Je crois que je vais manger de l'eau pendant 1 an. Parce que t'as le prix de l'appart, t'as les frais de notaire, 10 000 euros. T'as les frais de courtier et de banque, 2500 euros. Ensuite, quand tu achètes un appartement en copropriété, t'as des charges de copropriété, t'as des parts à acheter, 4000 balles. Donc voilà, tu vois, par un exemple, un appartement à 130 000 euros te revient à 150 000 balles. Du coup, j'ai actuellement ici la promesse de vente, ça fait presque 100 pages. Genre là, je viens de faire le calcul parce que vas-y, en 1 heure, elle te dit faut que tu rembourses 700 balles parce qu'ils ont mis des fonds dans la copropriété, mais du coup, ce sera toi la propriétaire, du coup, il faut que tu rembourses les fonds. Ok, et puis il y a ça aussi à rembourser parce que du coup, c'est plus eux les propriétaires, c'est toi, donc il faut les... Ok, et puis t'as la taxe foncière aussi, 1800 euros. Ok, et puis t'auras les charges, du coup si tu signes en janvier, t'auras les charges déjà du premier trimestre, 500 euros. Ok. Bref, je suis là, je picore dans le vide, je fais que de me plaindre, alors que je devrais juste être trop contente. Genre, c'est énorme de devenir propriétaire à 20 ans. Genre, je vais être propriétaire avant mes 21 ans. Et du coup, là, j'ai 10 jours de rétractation sans conséquence. Donc, je vais utiliser ces 10 jours à bon escient. Parce que si, genre, en mode, dans 15 jours, je suis là en mode, finalement, je veux plus acheter l'appart, je dois quand même payer 10 000 balles de notaire. Alors que là, si dans les 10 jours, je me rétracte en mode, finalement, je veux pas l'acheter, ils me disent, ok, on comprend. Et c'est ciao. Ça part aux oubliettes. Donc j'ai 10 jours à fond là où il faut que je me renseigne sur tout. Vraiment j'en tremble de stress. Genre mon corps il a été choqué par tout l'argent qui va sortir de mon compte en banque. Faut que je me renseigne sur plein de trucs pour voir si au final est-ce que je suis gagnante, est-ce que je perds de l'argent, etc. Tu vois. Voilà. On est le mardi suivant, je viens de sortir d'un rendez-vous téléphonique avec le courtier, ça a duré 40 minutes et j'en ressors plus que contente puisque à la base j'avais un premier courtier que j'ai consulté fin août mais qui est malheureusement parti en congé 2 semaines. Vraiment j'ai signé vendredi 18h il est parti en congé en Italie. Du coup c'est un de ses collègues qui reprend la main sur mon dossier et je suis très contente parce qu'il est très investi en même temps. Quel courtier n'est pas investi? Il m'a dit 2 choses très importantes dont je suis très contente. Premièrement, que je vais avoir un taux d'intérêt assez intéressant. En ce moment, les taux d'intérêt sont en moyenne à 3,40. Il m'a vendu du 3,25 max. Donc c'est vraiment très bien. Et ensuite, deuxième chose très très cool, c'est qu'il m'a dit que ça pourrait être très très rapide. Puisque niveau paperasse, il est à jour. J'ai vraiment envoyé tous les papiers en temps et en heure, si ce n'est même en avance. Du coup, j'ai pas vu mon courtier depuis août. Et depuis août, j'ai envoyé mes nouveaux bulletins de salaire, etc. que j'ai eu depuis. Du coup, j'ai essayé de rester genre vraiment constante dans mes envois de papiers administratifs pour pas prendre de retard dans la paperasse. Du coup, on a fini le rendez-vous 17h45. Il m'a dit ok, après notre appel, je clôture votre dossier. Et à partir de demain, je démarche déjà les banques. On va essayer d'assimiler votre profil à des banques intéressantes. Et puis il m'a dit des fois ça peut être très rapide, en 10 jours, 2 semaines, 3 semaines, grand max, je peux déjà vous proposer des offres de crédit venant de banques. Moi ça me va puisque je lui dis, moi il faut que fin décembre, j'ai signé l'acte de vente. Il faut que du coup, fin novembre, j'ai eu mes rendez-vous à la banque, que j'ai ouvert mon compte à la banque, que je sois assurée, etc. Il faut absolument que fin décembre, j'ai signé l'acte de vente. Parce que même si légalement j'ai jusqu'au 20 janvier pour signer mon acte de vente, 20 janvier, moi, je suis en période de partiel. Ma notaire est absente début janvier. Donc clairement, pour se trouver un rendez-vous pour signer, etc. au mois de janvier, je sais très bien que ça va être une grosse galère. Il faut que ça se fasse en décembre. Du coup, ce qui a été super bien aussi, c'est qu'il m'a informé de plein de choses. Parce que c'est vrai que le premier rendez-vous que j'avais eu avec mon courtier au mois d'août, c'était très vague parce que j'avais visité l'appartement que 2 fois, j'avais même pas encore négocié le prix réel de l'appartement, donc je lui avais exposé un prix comme ça. On avait fait un peu genre une simulation de prêt mais un peu à l'arrache. Je lui avais vendu un apport beaucoup trop important que j'aurais toujours pu assumer aujourd'hui, mais qui est pas malin parce que au cas où il m'arrive une couille ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus rassurant d'avoir beaucoup d'argent de côté dans son compte et de donner beaucoup moins d'apports. Genre franchement le plus malin, je sais qu'on veut tous donner beaucoup d'apports pour essayer de rembourser vite l'appartement, le plus malin c'est donner le moins d'apports possible. Parce que c'est sûr que moins d'apports est égal plus d'endettement, mais il faut essayer de trouver un équilibre pour vraiment donner le minimum d'apports possible et s'endetter le minimum possible pour pouvoir vivre à côté en fait de son crédit. Du coup voilà, je lui ai dit que je voulais pas trop m'endetter, que je voulais m'endetter maximum 700 € par mois et que dans ces 700 € il y a le crédit, l'assurance emprunteur, l'assurance habitation. Donc voilà, il m'a fait signer un petit papier pour que je m'engage auprès d'eux, pour que je m'engage à ce que
il gère mon crédit et je m'engage à ne pas démarcher d'autres courtiers, je m'engage à ne pas démarcher de banque par moi-même, sinon bah eux ils ne peuvent plus démarcher ces banques là. Ce week-end j'ai redemandé une visite de l'appartement, je vais essayer d'avoir une visite dimanche pour convier mes parents, mon chéri, les parents de mon chéri, parce qu'ils ont eu un grand intérêt quand je leur ai exposé mon projet d'acheter un appartement. À chaque fois que je leur en parlais, ils étaient vraiment curieux et friands de visiter mon appartement. Genre, et c'est fou de me dire aussi qu'au début j'étais partie pour acheter une maison et que je finis dans un appartement et que au final j'achète vraiment tout l'inverse que ce que je pensais vouloir. Genre vraiment je voulais une maison en campagne avec une cheminée, une grande pièce ouverte avec cuisine et salon dans la même pièce, et au final je me retrouve avec appartement en ville, chauffage au gaz et cuisine séparée. Donc la suite d'ici quelques jours. Du coup je vais plus avoir besoin de prêt immobilier. Parce que bah je prends plus l'appartement, j'ai décidé de me rétracter dans mon droit légal de 10 jours puisque le délai de rétractation a été purgé puisque les diagnostics n'étaient pas conformes. J'ai demandé de refaire un diagnostic de gaz et puis au final il y avait plein de trucs qui n'allaient pas. Oui c'est ça, c'est que partie remise, ça se trouve je trouverais beaucoup mieux plus tard. J'avais un peu mis des critères de côté parce que je m'étais dit il vaut le coup pour ce que c'est une bonne affaire. Du coup j'avais mis un peu de côté ce que je voulais dans un chez moi comme un petit jardin, mais je m'étais dit bon c'est bien de commencer par un appartement, c'est moins de travail, c'est moins de complications, et au final je vois que si, c'en est tout autant qu'avoir une maison, donc voilà. On retourne au point de départ. Ah ça me saoule. Ok. On revient quelques jours en avant, parce que je sais que là, vous comprenez rien. Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'au final, tu ne prennes pas cet appartement? T'étais tellement enjoué, tu faisais des plans sur la comète, tu t'y voyais déjà dedans. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours pour que tu changes d'avis? On va revenir au dimanche 26 octobre, où je fais une dernière visite de l'appartement avec mes parents, mon chéri et les parents de mon chéri. Je les convie pour une dernière visite d'appartement avant l'achat définitif, puisque je me dis ça peut être quand même pas mal pour avoir des regards un peu plus experts. Moi, durant la signature du compromis de vente, on m'a exposé quelques anomalies électriques. Ça m'a pas fait peur, puisqu'il y a toujours un peu des petites anomalies anodines, et je me suis dit, mon père est très fort en électricité, il va pouvoir gérer. Au final, il ouvre le compteur, il y avait 2-3 trucs qui n'allaient pas, des prises à la terre mal faites, etc. Ensuite, il y avait des boutons de chauffage qui ne fonctionnaient même pas. Ensuite, moi dans ma naïveté, le propriétaire pendant les visites me dit que la chaudière est entretenue tous les ans, qu'elle est en très bon état, etc. Je lui ai fait confiance et au final, on a ouvert la chaudière, on a regardé à l'intérieur. Ce n'est pas une chaudière entretenue annuellement, ce n'est pas possible vu son état. Une chaudière, ça coûte très cher, donc tout de suite, c'est des frais énormes en plus. Déjà que niveau budget, j'étais tout juste. Il fallait vraiment pas que je dépasse mon budget. Là, c'était n'importe quoi. Ensuite, voilà, il y avait 2-3 autres petits trucs qui n'étaient pas vraiment présentés durant les précédentes visites. Quand je n'ai parlé au propriétaire, il se défendait dans le sens où il m'a dit ça n'a jamais été des vis cachées, c'est des choses auxquelles fallait vous préparer, ce n'est pas non plus un appartement neuf, mais là c'est des choses qui ne m'ont pas été dites lors des précédentes visites. Donc c'est des frais qui me tombent dessus que je n'ai pas calculés et qui ne rentrent plus donc dans mon budget. J'ai décidé de ne plus prendre cet appartement. Du coup voilà, j'ai appelé le propriétaire en mode je lui ai listé tout ce qui allait pas et tout, il m'a dit j'ai jamais dit que je vous vendrais un appartement neuf non plus, je suis en mode quand même le minimum, genre moi dans les visites précédentes on m'avait pas exposé tout ça, vous m'avez dit électricité neuve, chaudière conforme de fou, au final la chaudière va me claquer dans les pattes, c'est sûr. Du coup bon c'est pas grave, c'est un non, je récupère mon argent. Et voilà, comme si rien ne s'était passé. J'ai juste perdu 400 balles de signature de compromis. C'est pas bien grave, je préfère perdre 400 balles que 150 000 balles dans des travaux d'appartement. Voilà, c'est pas grave, c'est un mal pour un bien. Ça se trouve, je trouverai encore mieux. Ça se trouve, je trouverai une maison encore mieux, dans un endroit encore mieux. Voilà, leçon apprise. La prochaine fois, j'invite mes parents aux visites. Enfin, quand ils voudront venir. Je vous avoue que depuis ce jour, je vis un peu chaque journée différemment. La majeure partie du temps, je suis très positive en me disant que si ça ne s'est pas fait, c'est parce que j'aurai peut-être quelque chose de mieux plus tard qui m'attend et je serai très épanouie au final. Et il y a d'autres jours où je suis quand même un peu perplexe, où je me dis franchement il n'y aurait pas eu tous ces petits couacs, j'aurais peut-être eu un meilleur budget qui m'aurait permis de réparer ces petits travaux, j'aurais pu avoir un avenir très épanoui dans cet appartement et je mets surtout de côté du coup le rêve et surtout ma vision de l'avenir
que j'avais projeté dans cet appartement. Pour moi, c'était enfin la délivrance de partir de chez mes parents où c'est un environnement très toxique. Renoncer à mon indépendance, renoncer à des petites expériences que j'aurais pu vivre avec mon chéri dans cet appartement. Donc c'est plutôt l'idée que je m'en faisais, l'idée de la vie à laquelle je me faisais dans cet appartement qu'il faut que je laisse de côté et il faut que j'abandonne. C'est ça le plus dur. Ce n'est pas l'idée de l'appartement, c'est l'idée de la vie que j'aurais pu avoir dans cet appartement. Mais bon, j'ai eu des petits coups de mou depuis, mais mon copain a toujours été là pour me soutenir, me conseiller. Vous pensiez que ça serait si simple de tout abandonner comme ça ? Eh bien non. Comment se passe la rétractation d'un achat de biens immobiliers ? Première étape, j'appelle le propriétaire après la visite. Finalement, j'ai décidé de ne pas prendre cet appartement, merci de comprendre. 5 minutes après, j'appelle le notaire. J'ai pris la décision avec le propriétaire de ne plus acheter cet appartement. Je vais vous envoyer en recommandé pour vous dire officiellement que je me rétracte. Moi, directement le lendemain, j'envoie un courrier recommandé avec accusé de réception disant bah voilà, j'ai décidé de, selon mon droit, de me rétracter sur l'achat de ce bien immobilier, etc. Je me justifie quand même en disant que bah, c'est parce que j'ai découvert quelques petits vices cachés. Il y en a qui vont dire que ce n'est pas des vices cachés, moi je les compte comme tels puisque pendant les visites, on m'a dit l'inverse de l'état dans lequel étaient les choses. Donc c'est clairement des vices cachés, on a essayé de me prendre pour une pigeonne. Et oui, j'étais peut-être un peu une pigeonne, mais quand même. Le 26 octobre, je décide de plus prendre l'appartement. Le 27, j'envoie mon recommandé. Et au final, une semaine après quand même, le 3 novembre, la notaire qui m'envoie un mail en me disant « Vous n'avez pas le droit de vous rétracter tant que je n'ai pas ouvert votre droit de rétractation. » Moi sur le moment je reçois le mail, je me dis « Ma cocotte, ça fait quand même une semaine que je t'ai dit que je voulais plus acheter le bien, t'aurais pu l'ouvrir bien avant. Au lieu de me faire payer un recommandé que je t'ai envoyé 8 balles. » Du coup c'est pas grave, je me dis « Problème de communication, ça arrive à tout le monde. » Donc je reçois son ouverture de droit de rétractation le 3 novembre. Lu, signé, ok. Donc ça veut dire que c'est ouvert à partir du 3 novembre. Le 4 novembre, dès le lendemain, moi je suis rapide dans l'administratif. Le 4 novembre, je renvoie un recommandé, daté du 4 novembre, donc le lendemain de l'ouverture de mon droit, donc je suis dans les temps. On est le 13 novembre. J'ai du coup 10 jours pour me rétracter, puisqu'elle a ouvert mon droit de rétractation le 3. J'ai relancé 2-3 fois ma notaire pour savoir si elle avait bien reçu mon recommandé. Je n'ai aucune nouvelle. Donc là, j'attends 14 heures pour pouvoir l'appeler et lui demander qu'est-ce qui se passe en fait, parce que j'aimerais bien récupérer mes 6400 € de caution. Parce que quand tu signes ton compromis de vente, direct après, t'as 10 jours pour envoyer le montant de 5% du prix du bien. C'est pour assurer le notaire et le propriétaire du bien que bah t'as quand même genre l'argent pour acheter le bien, tu vois. Moi c'était 6400 € qui restent bloqués chez le notaire et ensuite c'est à l'achat du bien, à la signature définitive, ces 6400 € vont au propriétaire et sont déduits du prix du bien. Du coup mon argent je l'attends. Et la réponse, je l'attends, parce que là, ça veut dire que j'ai jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir me rétracter. Moi, je sais très bien que mon courrier a été envoyé, j'ai eu le mail de la poste comme quoi il a bien été délivré, mais je n'ai aucune réponse. Donc ça commence à me tendre. Et c'est quoi ce retard d'administratif? T'es notaire, tu mets une semaine pour me dire « Ah mais j'ai oublié, faut que je vous ouvre votre droit de rétractation ». Actif quoi, j'ai pas envie que cette histoire dure 107 ans. Laissez-moi respirer. Madame Maëlle? Oui. Je vous confirme, on n'a pas reçu. Je viens de vérifier, on n'a pas reçu. On sera, j'ai envie de vous dire, à l'affût demain si on reçoit du courrier. Je vais voir et puis je vous dis encore, j'espère juste qu'il ne s'est pas perdu en fait. Bah écoutez, après, si je vous en renvoie un aujourd'hui, c'est toujours dans les temps, pour être sûr. Oh, vas-y quoi, encore en renvoyer un. Je vais devoir repayer 8 balles. Ça fait 3 que j'envoie quand même. C'est pas un peu abusé? Pff, je vais en refaire un, daté du 12. Cette histoire est finie pour moi. J'ai décidé d'attendre la fin de mes études pour me relancer dans ce projet d'achat immobilier. Je n'ai que 20 ans, j'ai le temps, j'ai de l'argent, mais pas assez pour les gros projets que je veux faire niveau immobilier. J'aspire à mieux que ce que j'aurais pu avoir et je veux apprendre de mes erreurs. Je veux acquérir encore plus de connaissances avec le temps. J'ai appris en pratiquant, j'ai appris en essayant, j'ai appris en me lançant. Pour les futures Léane qui voudraient se lancer en étant très jeune, très naïve et qui a été très mal conseillée, honnêtement je me suis sentie personnellement très mal conseillée, que ce soit de mon entourage, sur internet ou même des personnes dans les milieux professionnels concernés sur l'immobilier. Je vous ai donc recueilli 10 conseils que j'ai appris au fur et à mesure, sur le tas, sur le terrain comme on dirait, et que j'ai rassemblés pour vous, pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs que moi.
Premier conseil, ne jamais mettre ses premiers critères de côté. Vous avez vu la Léane au début de vidéo qui voulait une maison, un jardin, des pièces ouvertes, etc., une cheminée, et qui a fini avec un appartement, tout l'inverse de ce à quoi j'inspirais à voir, juste parce que je me suis dit, l'appart est une bonne affaire, l'appart c'est déjà bien pour commencer, alors que j'ai jamais voulu d'appartement dans ma vie. Non, il y en a des centaines des maisons à vendre, et si la maison parfaite qui correspond à vos critères n'est pas disponible maintenant sur le marché, elle sera plus tard. Il faut juste attendre et ne pas se précipiter et ne pas mettre des critères de côté. Les critères que tu mets de côté, tu les regretteras très tôt. Deuxième conseil, ne pas faire confiance aux vendeurs. Moi je suis vraiment une âme charitable, très naïve et très compatissante, donc en fait tout ce que le vendeur me disait, je le gobais. Le vendeur me dit ça c'est neuf, je te crois, au final c'était pas du tout neuf. Mon vendeur qui m'a dit la porte d'entrée elle a été forcée au pied de biche parce que j'ai eu des locataires un peu bizarres, ça sent la merde. Ne crois pas tout ce que le vendeur te dit. Il veut juste te pousser à acheter parce que son appartement là, il veut le vendre parce que c'est de la daube, il y a plein de vices cachés. Même si c'est malheureux, hein, tu peux avoir des vendeurs très honnêtes, avec le cœur sur la main, tu ne sais jamais sur qui tu tombes. Ne jamais faire confiance à ce que te dit le vendeur. Lui, il veut juste vendre son bien, récupérer la moula le plus vite possible et ciao ciao. Troisième conseil, ne pas se faire avoir par un bien immobilier fraîchement rénové, la peinture fraîche toute blanche. Ce n'est que du cash misère. Quand on a revissé l'appartement, donc tout repeint, tout blanc, tout neuf, etc., les portes changées, et ben ça paraissait juste trop beau pour être vrai. Il y a eu des carrément sous les fenêtres, je m'en étais pas rendu compte les premières visites, je l'avais même pas remarqué, mais sous les fenêtres, tout le pan de mur, c'était du placo rajouté, genre comme un autre pan de mur rajouté. Comme s'il y avait une infiltration sous la fenêtre et qu'on avait juste caché ça avec genre un bout de mur. Donc faire très attention parce qu'un appartement qu'on te dit refait à neuf et parfois refait à neuf hein, mais à l'arrache, que du cache-misère, pas fait correctement. Et parfois du refait à neuf c'est juste j'ai refait la peinture pour cacher de la moisissure ou cacher peu importe. Quatrième conseil, se demander si on a réellement le temps de se lancer dans la rénovation d'un bien immobilier. Moi je voulais pas des rénovations énormes mais je voulais quand même avoir ma petite touche personnelle, donc pouvoir refaire par exemple le sol de quelques pièces, refaire la peinture etc, casser genre un petit mur ou deux, et je me suis rendu compte que là j'allais acheter un bien immobilier alors que j'ai mon taf à plein temps et j'allais être dans ma période de partiel. J'ai cru que dans une journée j'avais genre 36 heures. Faut vraiment essayer de se projeter au maximum et se dire bah ok donc si je le trouve là, je vais signer là, j'aurai le bien à ce moment-là de l'année, est-ce qu'à ce moment-là de l'année je suis dispo pour faire tout ce que j'ai besoin de faire? Et moi c'est vrai que j'aurais pu le faire en développant des pouvoirs surhumains comme je le fais au quotidien, mais j'aurais été creux en fait, genre j'aurais fait un burn-out au bout de 2 mois. Conseil numéro 5, demandez absolument tout des diagnostics à l'avance avant de signer le compromis de vente. Dès la première visite, j'ai demandé diagnostic DPE et de gaz, qui m'a fourni, sauf qu'il n'était même pas conforme, voilà, il n'était pas validé, il n'y avait pas le petit numéro ADEME au-dessus. Je lui ai demandé de le refaire, il m'a dit ok je vais le refaire, bah vous le verrez au jour de la signature du compromis. Je lui ai dit ok y a pas de souci, de toute façon si vous me dites que tout est bon, tout est bon. Au final, au jour de la signature du compromis, où il a refait le DPE entre temps, mon appartement s'est retrouvé classé E en énergie. Je suis quand même passée de C à E, tu perds 3 lettres d'énergie. Et pareil, diagnostic de gaz, il était toujours pas conforme. Donc durant la signature du compromis, je lui ai demandé de le refaire aux normes conformes. Donc demande-lui bien de t'envoyer tous les papiers et les papiers les plus récents possibles. Moi, il y avait des diagnostics qui dataient de 2021. Ça faisait 4 ans quand même. En 4 ans, il peut s'en passer des choses. On veut des vraies factures réelles, ok? Ça évite les surprises le jour de la signature. Conseil numéro 6, prendre son propre notaire. Moi personnellement, j'ai reposé sur le notaire du propriétaire, j'ai eu aucun souci. La notaire était très gentille, il n'y a pas eu de je prends parti pour le propriétaire ou quoi que ce soit. Il y a juste eu un peu de latence dans l'administratif. Mais je vous conseille quand même de prendre votre propre notaire parce qu'il sera là pour beaucoup plus vous conseiller. Il sera beaucoup plus au courant de votre situation. Du coup, durant la signature, il pourra beaucoup plus vous conseiller. Numéro 7, ne jamais venir à des visites seule, surtout quand vous êtes jeune et une jeune femme. J'ai visité l'appartement 3 fois avant de signer, non 4 fois, mais 3 fois seule avant de dire bah voilà je vais signer. Donc en fait le vendeur il s'est juste dit genre une petite jeune, elle a 20 ans, elle y connaît rien, elle va rien voir à mes vices cachés, c'est bon, je peux la soudoyer, je peux augmenter le prix, de toute façon c'est une pigeonne. La dernière visite que j'ai faite, la 4e visite que j'ai faite avant la signature, j'ai ramené mes parents, mes beaux-parents et mon chéri. Et en fait je peux vous dire que l'atmosphère elle était pas pareille, genre l'ambiance était pas du tout pareille quand t'as des personnes vraiment adultes et qui font te sentir qu'ils s'y connaissent un peu, que eux aussi ils ont leur maison, eux aussi ils ont connu leur galère, donc ils seront pas à voir. L'ambiance est tout de suite pas la même. Conseil numéro 8, il faut vraiment oser poser ses conditions d'achat.
surtout au moment où tu vas rédiger ta promesse de vente. J'achète ce bien seulement si les fenêtres sont changées. J'achète ce bien seulement si la clôture est bien finie. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, toutes bêtes, mais avec lesquels tu te mets d'accord avec le vendeur. C'est des trucs que tu vas demander au vendeur. En fait, si il fait pas ça, tu n'achètes pas son bien. 9e conseil, c'est avoir une activité financière très responsable, minimum 3 mois à l'avance, puisque quand tu vas trouver ton bien et que tu vas vouloir chercher un prêt, les banques vont te demander tes 3 derniers mois de relevé bancaire. Donc si les 3 derniers mois tu t'es acheté des sacs à main à 500 balles, que t'as fait v'là le shopping, que t'as dépensé des milliers et des cents dans des babioles, t'as beaucoup de moins de chances d'être accepté pour un crédit parce qu'ils vont se dire waouh, c'est une personne pas du tout responsable, qui achète tout et n'importe quoi, est-ce qu'il va assumer un prêt immobilier? Donc faut vraiment essayer de jouer en ta faveur le plus longtemps possible à l'avance. Et ensuite, 10e conseil, c'est vraiment prévoir beaucoup d'apports. Mais quand je dis beaucoup d'apports, c'est que moi je pense qu'il faut au minimum 15% du taux de biens immobiliers que tu veux acheter. Parce que tu vas devoir payer les frais de notaire qui font 10% du prix du bien. Et ensuite, tu as tout ce qui est les frais bancaires, tu vas devoir avancer de l'argent sur le prix du bien. Ensuite, tu as pas mal de frais quand tu veux faire des frais de dossier, etc. Et moi, quand je faisais des simulations, j'étais en mode, ça va me coûter 15-20 000 euros de meubler tout mon appartement. Acheter un lit, des meubles, une table, une cuisine, une salle de bain et une cagnotte d'urgence. Si au même moment où tu achètes ta maison, t'as ta voiture qui tombe en panne, il faut au moins 5 000 balles pour pouvoir acheter une voiture d'occasion, tu vois. Faut vraiment s'y prendre, je pense, des années à l'avance, genre 2-3 ans à l'avance. Faut déjà que tu mettes pas mal de côté pour avoir un bon apport. Et en plus, ça met vachement en confiance les banques quand ils voient que t'as... moi, j'avais 35 000 euros de côté. En 2 ans et demi de travail, j'ai mis 35 000 euros de côté. Donc ils étaient vraiment en mode... Waouh, vous gérez, vous savez gérer votre budget, on est en confiance, vous allez l'avoir votre prêt, genre. Donc voilà, c'était mes 10 conseils si tu veux te lancer dans un achat immobilier. Je suis pas vraiment l'experte, hein, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je suis très jeune, j'apprends en faisant et j'apprends en essayant. Je le répéterai toujours, mais il faut vraiment essayer pour savoir. Et j'ai essayé, maintenant je sais. Plus je re-regarde cette vidéo et plus je me dis waouh Léane, t'as vraiment tout changé, tout chamboulé tes envies juste parce que t'avais trop hâte de partir de chez tes parents. Et que tu veuilles partir parce que chez toi c'est l'agonie ou que tu veuilles partir parce que tu veux prouver au monde que tu veux être indépendante rapidement, prends ton temps. Voilà, c'est une page qui se tourne pas complètement, je mets juste ce projet en stand-by. J'attends de finir ma dernière année d'études, je valide ma licence et ensuite on voit. Je sais pas de quoi est fait demain. Si ça se trouve, je vais refaire des erreurs, je vais me relancer dans un projet catastrophique où je vais pouvoir perdre encore plus d'argent que là. Je sais que j'ai ma part de responsabilité dans cette histoire, j'ai pas assez forcé mes parents à m'accompagner parce que j'ai voulu être très indépendante et je ne voulais pas leur être redevable. J'ai voulu être très indépendante très vite, j'ai voulu faire les choses trop pressées et j'ai voulu trop me prouver que j'en étais capable là tout de suite maintenant, alors qu'en réalité non Léane, tu ne savais rien sur rien, t'as appris sur le tas mais c'était pas suffisant. Je ferai mieux la prochaine fois, j'espère que vous ferez mieux que moi si vous vous lancez. On a le temps, on est jeune, on a toute la vie devant nous. La perle rare nous trouvera.